On va écouter Pierre Botton, parce qu'on parle beaucoup des conséquences politiques, judiciaires de ce qui s'est passé, mais il y a aussi l'homme, et vous le rappeliez, hein, l'épreuve, un cauchemar, a-t-il dit. On va écouter Pierre Botton qui réagit à cette phrase, la prison est un cauchemar. Je trouve que c'est très fort de la part de Nicolas de dire ça. C'est très très fort, c'est très puissant. Parce qu'on connaît son caractère, hein, donc c'est pas quelqu'un qui montre généralement ses faiblesses, et c'est très très fort. Et il dit qu'il a déclaré, je crois, que c'était dur pour lui et pour tous les détenus. Donc je trouve que c'est juste incroyable qu'il ait dit ça. Et moi, je savais malheureusement que l'épreuve qu'il allait vivre allait être terrible. L'isolement, c'est absolument terrible. J'entendais les gens dire qu'il avait été traité différemment. Et moi, je disais tout le temps, oui, il a été traité plus dur. Il a été traité plus dur. Tant qu'on n'est pas allé en prison, on ne sait pas ce qu'est la prison. Ouais, je suis très heureux. Bon, c'est important. C'est important pour votre ami. Il ne méritait pas ça. Non, non, bien sûr. Ni lui, ni les enfants, ni la famille. Donc je suis vraiment très, très heureux pour lui. Je suis très triste qu'il ait supporté tout ça. Je suis triste pour Carla, je suis triste pour Pierre, pour Jean, pour Julia. Et là, je suis très, très heureux. Et j'imagine les moments qu'ils vont vivre ce soir. Voilà Pierre Botton qui réagissait très ému au micro de Sonia Mabrouk, Célia Barotte. Quand vous avez vu l'ancien président ce matin en visioconférence, effectivement, il a parlé de cette épreuve, de ce cauchemar. Il y a associé les détenus de la prison de la Santé. Oui, il a dit que c'était une épreuve éreintante pour lui comme pour l'ensemble des détenus. Il a exprimé cette épreuve, ce cauchemar qu'il a dû subir pendant 21 jours, jour et nuit, puisque ses codétenus faisaient énormément de nuisances sonores. Il a reçu aussi des menaces à son encontre. Donc pour lui, ça a été terrible, puisque dans ce régime d'isolement, il devait également faire face à de l'insécurité provenant de la prison en elle-même. Alors bien sûr, les détenus qui ont été menaçants ont eu des sanctions disciplinaires, des sanctions de justice, mais Nicolas Sarkozy devait toujours être sur le qui-vive. Il y avait 2 officiers de sécurité qui étaient là pour sa sécurité. Je vous le rappelle, cette phrase qui a vraiment résonné lors de cette audience: je n'aurais imaginé attendre 70 ans pour connaître la prison, cette épreuve imposée, c'est dur, très dur, c'est éreintant. Il expliquait qu'également, concernant les risques de rentrer en contact avec les prévenus, les protagonistes de cette affaire, il n'y a aucun risque, puisque pendant les 10 ans d'enquête, les 4 mois de procès, il n'a eu aucun contact, par exemple, avec Claude Guéant ou encore Brice Hortefeux. Nicolas Sarkozy, qui bien sûr n'avait pas le droit de plaider et de parler du fond de l'affaire, mais qui a quand même eu cette phrase: je sais que ce n'est pas le lieu de plaider au fond, mais je n'ai jamais eu l'intention de demander à Mouammar Kadhafi quoi que ce soit. Me dérober à la justice, ce serait avouer. Jamais je n'avouerai quelque chose que je n'ai pas fait. J'ai répondu à toutes les convocations. Et oui, même à cette convocation du jour, Nicolas Sarkozy était bien présent depuis le parloir de la prison de la Santé en visioconférence. Merci beaucoup Célia Barotte du service police-justice de CNews. On continue à évoquer cette libération de Nicolas Sarkozy juste après le rappel des titres de l'actualité. 18h30, on est en direct et Mickaël Dos Santos est là. Bonsoir Mickaël. Bonsoir Laurence, bonsoir à tous. Le président allemand demande la libération de Boualem Sansal. Dans un communiqué, Frank-Walter Steinmeier a demandé à son homologue algérien de le gracier, de faire un geste humanitaire. Il se dit prêt à le recevoir en Allemagne pour des soins médicaux au vu de son âge et de son état de santé. L'écrivain avait été arrêté il y a presque un an pour atteinte à la sûreté de l'État. Donald Trump pourrait lui réclamer $1 milliard de dommages et intérêts à la BBC. Le président américain a menacé de porter plainte après la diffusion d'un documentaire dont il demande le retrait. Il semble y inciter ses partisans à attaquer le Capitole. Le service public britannique s'est excusé. Le directeur général et la patronne de la chaîne d'information du groupe ont également démissionné. Enfin, les femmes travaillent gratuitement depuis ce matin, 11h31, selon la lettre féministe Les Glorieuses. Cela est dû en raison des inégalités salariales avec les hommes. En moyenne, elles gagnent 14,2% de moins à temps de travail identique. Merci beaucoup Mickaël Dos Santos. 18h30, on est en édition spéciale sur CNews et sur Europe 1. On évoque la libération de Nicolas Sarkozy après 3 semaines de détention. Écoutez ce qu'il avait dit le 25 septembre dernier lorsqu'il avait appris qu'il allait partir en prison. Écoutez les mots qu'il avait employés à la sortie de l'audience. Je demande aux Français qu'ils aient voté ou non pour moi, qu'ils me soutiennent ou non, d'apprécier
ce qui vient de se passer. La haine n'a donc décidément aucune limite. J'assumerai mes responsabilités. Je déférerai aux convocations de la justice. Et s'ils veulent absolument que je dorme en prison, je dormirai en prison. Mais la tête haute. Je suis innocent. Cette injustice est un scandale. Je ne m'accuserai pas de quelque chose que je n'ai pas fait. Ceux qui me haïssent à ce point pensent m'humilier. Ce qu'ils ont humilié aujourd'hui, c'est la France. C'est l'image de la France. Et si quelqu'un a trahi les Français, ce n'est pas moi. C'est cette injustice invraisemblable auquel vous venez d'assister. Je n'ai aucun esprit de revanche, je n'ai aucune haine, mais que chacun comprenne bien et l'entende. Je me battrai jusqu'à mon dernier souffle pour prouver ma complète innocence. Voilà Nicolas Sarkozy qui s'exprimait à Rogueno le 25 septembre dernier lorsqu'il a appris que la première instance demandait sa mise en détention. Quand il dit « ce qui était humilié, c'est la France ». Vous êtes d'accord avec cela ? Je suis tout à fait d'accord avec ça. Je pense qu'on a humilié la France et on a abîmé le regard que la France, non seulement que le monde entier porte sur la France, mais le regard que la France porte sur elle-même. Et je vais vous dire, je crois que dans cette histoire, on a voulu abaisser les institutions, en particulier l'institution présidentielle, et abaisser ou rabaisser l'homme. On a réussi à abaisser les institutions, voilà. Mais on n'a pas réussi à rabaisser l'homme, et il nous a donné, qu'on aime Nicolas Sarkozy ou pas, il nous a donné à tous une leçon de dignité et de courage. Avec évidemment des mots très forts, injustice, la haine n'aura aucune limite, il l'a expérimenté. Mais c'est vrai, enfin, alors, après, on peut discuter sur les termes employés, mais c'est quand même, enfin, c'est une réalité qu'il était une sorte de victime expiatoire qui avait le profil parfait pour jouer ce rôle. Bon. Et c'est ce qu'on lui a fait jouer. Mais on lui a fait jouer sans non plus mesurer les conséquences, pas seulement humaines. Encore une fois, il a résisté humainement, mais les conséquences à la fois institutionnelles, politiques. Comment voulez-vous après rétablir l'autorité dans notre pays? Voilà. Si je l'ai déjà dit, mais ceux qui ont beaucoup ri dans cette histoire, ce sont les voyous, tous les voyous de France. Parce que c'est comme le jour où vous giflez le président de la République. Ceux qui n'aiment pas Macron disent bah, c'est bien fait pour lui. Non, même quand on n'aime pas Macron, gifler le président de la République, et trouver ça normal, trouver qu'il est normal de le gifler, et que même on aurait dû le gifler 2 fois, c'est rendre impossible de dire ensuite à l'adolescent qu'il ne peut pas gifler son professeur, au voyou qu'il ne peut pas cracher à la figure du policier. Et bien là, c'est encore pire, puisque là, on l'a mis dans un cul de basse-fosse, on l'a mis en prison. Ah, juste une remarque aussi, quand on dit, il dit c'est un cauchemar pour tout le monde. Oui, c'est un cauchemar pour tout le monde, mais c'est pas tout à fait le même cauchemar pour tout le monde. C'est-à-dire que quand vous mettez un ancien chef de l'État en prison, que vous le faites descendre du sommet de l'État jusqu'à la prison, vous ne lui faites pas subir la même chose que le voyou, le violeur, le mafieux, etc. Qui va en prison en prenant toutes les précautions, qui est bien mieux traité en prison en fait que l'ancien chef de l'État, parce que il sait s'organiser, il trouve le moyen d'avoir son portable, il trouve le moyen de continuer ses petites affaires et ses petits trafics en prison. C'est pas la faute de l'administration pénitentiaire, hein, c'est que juste il est organisé, il a beaucoup de moyens, il peut corrompre, voilà, donc c'est pas du tout la même chose qu'on lui a fait subir, et bien pire que ce qu'on fait subir aux pires criminels qu'on envoie en prison. Louis de Ragnel, sur ces questions à la fois humaines, personnelles, et puis politique. On voit le niveau des réactions politiques à gauche, c'est absolument désastreux. La droite le soutient évidemment, en parlant de l'homme, etc. Est-ce que, encore une fois, cette libération, ces procès à venir, le fait que les Français aient été vraiment heurtés par ce qui lui a été infligé, peut avoir une influence dans les mois qui viennent?
Moi, je suis convaincu, premièrement, que Nicolas Sarkozy, il y aura un avant et un après. C'est-à-dire, ce qu'il a vécu est tellement hallucinant à tout point de vue qu'il sortira totalement différent et avec une détermination qui est très différente. Je pense que toute la classe politique est sidérée par ce qui vient de se passer. Et il n'y a pas un seul parlementaire ou il n'y a pas un seul possible candidat à l'élection présidentielle ou même actuel président de la République qui ne se dit pas « Ah, ça pourrait m'arriver un jour, il vient de se passer quelque chose ». Ce qui s'est passé là, c'est extrêmement grave. Alors vous avez des gens pour qui c'est la continuité d'une gradation, d'une montée en puissance, de la détestation des élites. Non, moi je vois pas du tout ça comme ça. Moi je vois ça comme vraiment un précédent et quelque chose qui peut se reproduire, voire qui peut aller plus loin. Ça pour le coup, je ne suis pas devin, mais c'est vraiment ce qui peut se passer. Et puis je reviens sur ce que disait Henri Guénaud sur la détestation de soi. Moi je vois les quelques réactions que j'ai eues de gens qui habitent à l'étranger, ils se disent mais ce pays qui va déjà pas bien. Alors ils savent qu'on va pas très bien, mais ils se font quand même encore un petit peu un rêve français. Ils se disent mais qu'est-ce qui vous est passé ? Comment est-ce que vous en êtes arrivé là ? Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'interlocuteurs m'ont dit à quel point ils étaient sidérés de voir qu'un pays comme la France pouvait incarcérer Nicolas Sarkozy pour une raison qu'ils ne connaissent toujours pas. Parce que l'association de malfaiteurs, comme le disait encore une fois, je vous cite 2 fois Henri, mais comme vous le disiez tout à l'heure, personne n'a encore très bien compris ce que ça voulait dire. Et en tout cas, la seule certitude qu'on a tous, c'est que les juges voulaient l'attraper sur des choses qu'ils n'ont pas réussi à prouver. Et donc, ils ont trouvé cet artifice qu'est l'association de malfaiteurs. C'est page blanche, là. Alors là, c'est page blanche par rapport à la cour d'appel. Mais ce qui s'est passé, en revanche, il n'y a pas de Tipex. Non, mais c'est-à-dire. Les 21 jours, c'est 20 jours de Nicolas Sarkozy en détention. Ça restera une tâche, quelque chose d'indélébile. Et qui, je pense, servira aussi de précédent. Et moi, je reconnais que je trouve que ce climat est absolument épouvantable parce que c'est un peu le climat de la terreur. C'est-à-dire qu'une fois qu'on l'a fait pour un, on peut le faire pour d'autres. Et je rejoins vraiment. Quand vous voyez les réactions de la France insoumise, c'est exactement ça. On est en pleine. Voilà. Mais qu'on fasse ça avec. Moi, ce qui me scandalise par rapport à ça, c'est qu'à aucun moment la raison d'État n'a été évoquée pour expliquer la raison du rapprochement à une période donnée entre la France et la Libye. Là-dessus. Et comment ? Oui, mais parce que c'était la raison d'État qu'on veut abattre. Mais c'était intéressant. C'est l'État qu'on veut. Mais c'était intéressant. À l'époque, juste avant la visite en question de Nicolas Sarkozy qui lui est reprochée, il y avait 40 ministres de l'Intérieur européens qui, en l'espace de 2 ans, avaient fait une visite à Tripoli parce qu'il y avait une volonté européenne de rapprochement entre l'Europe et la Libye qui contenait les flux migratoires. Et d'ailleurs, il suffit de voir très simplement ce qui s'est passé après la chute de Kadhafi. Alors, il n'y a pas que ça, il y a eu les printemps arabes et tout ça, mais globalement, il y a eu plein de problèmes qui se sont produits et qui ont eu des conséquences sur notre sol. Il y a les flux migratoires, il y a la lutte contre le terrorisme. Bien sûr. Et puis il y a des choses qu'on oublie, dont on ne parle jamais, les infirmières, par exemple. Les infirmières bulgares. Bon, je veux dire, c'est Gilad Shalit. Florence Cassé, une grille Bettencourt. Mais où il y a eu un Kadhafi avait joué un rôle. On a la libération d'un médecin et de 5 infirmières qui croupissaient dans des conditions abominables, et qui seraient sans doute mortes au fond d'une cellule sans l'intervention de la France. Mais c'est ce qui a été, pour ça que moi j'ai appelé ça un coup d'État judiciaire contre la séparation des pouvoirs. Ce qui a été mis en jugement, c'était la politique étrangère de la France. Et avec des arguments qui sont quand même parfois hallucinant. Dans une émission de télévision où j'ai subi une interview, dit, mais je dis, il n'y a pas de preuves. Et on me dit, mais si, il y a des preuves. Et on me passe le petit extrait du jugement concernant les fameuses preuves. Puisque vous savez que pour l'association de malfaiteurs, qui est un peu un délit fourre-tout, mais qui sert à attraper des gens qui ont participé sans avoir été des acteurs, mais qui ont participé, qui ont apporté des explosifs, des plans, etc., soit pour un attentat, soit pour un hold-up. Bon, il faut des faits matériels. C'est écrit noir sur blanc dans le code pénal. Et moi, je m'interroge parce que le jugement dit, bon, un fait matériel suffit. Alors, le fait matériel, c'est le ministre délégué et le directeur de cabinet sont allés voir un terroriste, en l'occurrence le gendre de Kadhafi, monsieur Senoussi. Bon. Et ils y sont allés dans le but d'obtenir un financement pour la campagne.
délit pour lequel Nicolas Sarkozy a été relaxé. Mais ce dans le but n'est prouvé évidemment nulle part. C'est une hypothèse. Donc si on appelle ça un fait matériel, c'est-à-dire les mots n'ont plus de sens. Je veux dire, ça devrait nous obliger, au-delà même du cas de Nicolas Sarkozy, à une réflexion sur la refondation et la réécriture de notre code pénal et sur la remise à plat de certaines règles. Si les mots de la justice, si les mots du droit n'ont plus le même sens que les mots du dictionnaire et les mots de la langue courante, alors on a un vrai problème. Mais vous avez même pire dans l'attendu du jugement, puisqu'à un moment donné, il est écrit que la force avec laquelle Brice Hortefeux et Claude Guéant expliquent qu'ils démentent, ça prouve bien que Nicolas Sarkozy était au courant. Enfin, on marche complètement sur la tête. On a dit aussi, mais le changement le tribunal a reconnu qu'il n'y avait pas eu de changement de politique par rapport à la politique de Jacques Chirac, mais cette promesse de ne pas changer de politique. Mais je voulais ajouter une chose, si vous me permettez. Je voulais ajouter une chose, c'est qu'évidemment la haine anti-Sarkozy de certains atteint la fonction de chef de l'État. Ça, vous avez tout à fait raison. C'est surtout la fonction qui était. Alors, mais je note quand même, Henri Guénaud, et vous allez peut-être me contredire, qu'on assiste quand même depuis pas mal de mandats à une lente érosion, dégradation de la fonction du chef de l'État dans ce pays. Vous vous souvenez que Jacques Chirac, lors d'une campagne électorale où on le traitait de super menteur, s'était fait cracher dessus. Nicolas Sarkozy s'était fait attraper par la manche. Vous voyez, on se rapprochait du corps du roi. Et là, François Hollande s'était fait enfariner. Donc, si vous voulez, là, c'est presque un coup fatal, mais c'est ça qui m'inquiète beaucoup. C'est le statut de président de la République dans un pays comme le nôtre, où les racailles et les voyous triomphent. Non, mais c'est ça qui est très inquiétant et qui met en danger la Ve République. Raison de plus pour que les institutions, en particulier les institutions judiciaires, ne participent pas à cet abaissement. Mais elles y participent de fait. Quand on voit la décision d'aujourd'hui qui empêche tout contact entre le ministre de la Justice, d'ailleurs j'ai l'impression que c'est plus intuitif, officie, comme on dit, c'est-à-dire la fonction même, c'est-à-dire même si ça n'était plus Monsieur Darmanin, ça le concernerait. Mais qu'est-ce que ça dit, à part qu'on ne peut pas avoir confiance dans les institutions, de la République. C'est pas Darmanin qu'on interdit de prendre contact, puisque la justice ne peut pas le faire. C'est Nicolas Sarkozy qu'on interdit d'avoir des contacts. Mais avec la fonction. Voilà, oui, mais c'est exactement ça. On est encore dans la transgression par rapport à la séparation des pouvoirs. Si M. Darmanin avait été le ministre délégué de Nicolas Sarkozy au moment de son passage au ministère de l'Intérieur, on pourrait comprendre. Là, ça n'a pas été le cas. Il n'a jamais été impliqué ni cité dans cette affaire. Il est complètement étranger. Je crois que l'incarcération en tant que telle de Nicolas Sarkozy montre que Gérald Darmanin peut pas être suspecté de quoi que ce soit. En plus, il s'était lui-même déporté, il a refusé toute remontée d'informations sur cette affaire. Donc voilà, c'est curieux cette insistance, comme si au fond l'institution judiciaire, encore une fois, elle a fait plutôt quelque chose de convenable dans ce jugement en appel là, mais comme si l'institution judiciaire voulait absolument repousser encore les limites de son empiètement vis-à-vis du pouvoir politique. Comme si elle était en quelque sorte la seule source de légitimité dans la République, parce que c'est quand même ça qui se joue. On voit un combat frontal au-delà de la personne de M. Sarkozy, contre le politique, enfin le champ du politique. On l'a évoqué sur la diplomatie, on l'a évoqué sur le fait de concevoir que certains sont plus en situation de domination et donc que par principe c'est douteux. Et moi j'ai envie de dire, mais que ces magistrats-là qui ont l'impression qu'ils sont des chevaliers blancs, regarde ce qui s'est passé dans d'autres pays, parce que l'exemplarité, ça produit rarement les effets qu'on en attend. L'opération main propre en Italie, ça a mené à quoi? Ça a mené à 20 ans de Silvio Berlusconi au pouvoir. Donc s'ils sont dans des calculs politiques, ils se posent quelques questions. Rachel Kahn, une nouvelle fois, on a deux choses, enfin un même récit français tristement, c'est que d'un côté, j'ai le sentiment qu'on a un homme, ancien président de la République, qui ne coulera pas parce qu'il ne veut pas couler. Quoi qu'il arrive, et de l'autre côté, lorsque l'on lit les tweets LFI, FEOD, et l'extrême gauche, etc., des gens qui travaillent pour le naufrage français. Ces personnes n'aiment pas la France, voilà tout. On va écouter Maître Pascal Pierre Garbarini, avocat, à propos de cette exécution provisoire qui a conduit Nicolas Sarkozy en détention, alors que la Cour d'appel infirme en réalité ce qui a été décidé en première instance. Il estime que cette exécution provisoire était complètement inadaptée.
C'est une décision qui est forte, qui était attendue quand même, puisque c'est quand même la démonstration que cette exécution provisoire était complètement inadaptée par rapport au jugement pénal. Parce qu'encore une fois, et je le répète, on aurait pu très bien avoir une décision de condamnation, elle aurait été querellée devant la cour, c'est le processus normal, mais que vient faire l'exécution provisoire sinon de priver quelqu'un de liberté? Et moi j'ajoute que je suis bien évidemment très satisfait que Monsieur le Président Sarkozy soit libéré, surtout que ça va lui permettre, on le dit pas assez souvent, que lorsqu'on est en détention, c'est très compliqué de préparer sa défense. Oui, il va falloir désormais préparer la défense. Henri Guénaud. Oui, alors c'est pas une remise en cause de l'exécution provisoire de ce jugement. Hein. Voilà, puisque en tout cas, que toutes les garanties de représentation sont présentes. Mais ce que dit bien présent en première instance. Ce que dit bien le tribunal, c'est les critères ne sont pas les mêmes pour le juge d'instance, de première instance, et pour la cour d'appel dans le cas de la remise en liberté. Bon, donc, et c'est ça aussi qui est incompréhensible. C'est-à-dire que en réalité, le juge de première instance, mais c'est pareil pour Madame Le Pen et son inéligibilité. C'est-à-dire que il faut motiver la décision. On la motive. Alors là, on dit, le trouble à l'ordre public. Alors c'est l'ordre public démocratique en première instance pour Madame Le Pen. On tord le droit. On tord le droit comme on veut. Mais c'est-à-dire qu'il y a, en fait, le seul endroit où on met des critères, encore une fois, dans le code pénal, c'est l'article 144 sur la détention provisoire. Mais là, on dit, mais il n'y a pas de critères puisque c'est une exécution provisoire qui entraîne la détention. Bon, c'est quand même déjà un peu confus. Et dans l'article 144, le critère du trouble profond à l'ordre public dû à la gravité de l'infraction est exclu du champ du correctionnel. Alors d'ailleurs, il faudrait pas, à mon avis, il faut pas l'exclure. Il faut changer ça pour les voyous. Mais il y a quand même quelque chose là, encore une fois, d'incompréhensible. Voilà. Mais le jugement d'aujourd'hui ne remet pas en cause la décision. Elle peut être ressentie comme ça, mais elle ne remet pas en cause formellement la décision du tribunal de première instance. Elle dit, en gros, le tribunal de première instance a le droit de faire ça, il fait ce qu'il veut, en fait, voilà, ça veut dire il fait ce qu'il veut, il n'y a pas de critères, voilà. Et puis nous, on n'a pas les mêmes critères. Et ça, quand même, ça laisse en suspens quelque chose de très troublant. Mais très troublant et très gênant. Mais je voulais juste rajouter qu'entre deux voyages planétaires, le président de la République s'est emparé de l'exécution provisoire, vous vous souvenez? Il a dit qu'il faudrait sans doute avoir un débat autour de l'exécution provisoire, parce que évidemment... c'est précis ça, hein? Non, mais c'est important parce qu'en fait, qu'on parle de Nicolas Sarkozy ou qu'on parle de Marine Le Pen, vous voyez bien le sujet. C'est que pour le premier, vous abaissez considérablement le statut de président de la République, et pour la seconde, vous empêchez peut-être quelqu'un qui représente 30-35% de se présenter à une élection présidentielle. C'est-à-dire que la justice trie les candidats qui peuvent se présenter ou pas. C'est ça l'exécution provisoire quand même. Pardonnez-moi. Alors, encore une fois, qu'on soit pour ou contre Nicolas Sarkozy, et la même chose pour Marine Le Pen, c'est pas au juge de mettre sur la ligne de départ les candidats qui doivent se présenter à une élection aussi importante que l'élection présidentielle. J'appelle deux commentaires quand même. Un, l'automaticité de la peine complémentaire d'inéligibilité, c'est quand même les parlementaires qui l'ont voté. Voilà. Alors ça ne veut pas dire, mais c'est pas automatique pour autant. Hein, c'est obligatoire, mais pas automatique. Voilà. Le juge peut toujours ne pas l'appliquer. C'est pareil. Là, pour Nicolas Sarkozy, il dit mais il y a près de 90% des gens qui sont condamnés à 5 ans qui sont soumis à l'exécution provisoire. Mais d'abord 85 ou même 90%, c'est pas la totalité. Et puis ça recouvre des populations qui n'ont rien à voir avec ce qu'a fait Nicolas Sarkozy. Donc le juge pouvait très bien, il n'était pas obligé de le faire, il pouvait très bien ne pas le faire. Et là, quant à l'exécution provisoire, il faut pas la supprimer, parce que quand vous avez affaire à un violeur, un tueur en série, voilà. Mais il faut lui mettre des critères qui aujourd'hui n'existent pas. Il faut refonder notre code pénal, voilà, pour limiter la part de la subjectivité du juge dans les jugements. Revenons à l'homme, à sa famille qui est réunie autour de lui ce soir. On va écouter Franck Louvrier, qui est un de ses proches, le maire de La Baule, qui a longtemps travaillé pour lui à l'Élysée, comme vous, Henri Guénaud, qui dit avoir beaucoup d'amertume concernant le traitement qui a été réservé à Nicolas Sarkozy. On a toujours le sentiment que Nicolas Sarkozy, bien qu'il se considère ni au-dessus ni en dessous des lois, n'est pas injusticiable comme les autres. Il a été en quartier d'isolement, ce qui est quand même plus rude que le traitement classique. Il a subi des insultes de co-détenus pendant plusieurs jours. Il a été obligé d'être protégé
dans son incarcération parce qu'il y avait un danger sur son intégrité, sur sa personne. Donc voilà, et là maintenant on a une décision même qui amène à faire jurisprudence quasiment parce qu'on empêche le garde des Sceaux de pouvoir parler à celui qu'il est allé voir, ce qui n'est pas complètement un crime de lèse-majesté, d'aller voir quelqu'un qu'il connaît et qui est un détenu et qui était en statut de détenu à la prison de la Santé. Donc moi j'ai derrière ces moments-là vraiment un peu d'amertume parce que pourquoi tout ça ? Voilà pour Franck Louvrier, pourquoi tout ça, Louis de Ragnel. La question va continuer à se poser parce qu'encore une fois, la Cour d'appel, le procès va se tenir en mars. Absolument. Donc il va y avoir un deuxième procès. Tout va repartir à zéro. Absolument, avec une nouvelle stratégie de défense, avec de nouveaux magistrats, avec une nouvelle manière de fonctionner. Mais je rebondis sur ce que disait Franck Louvrier. Moi, l'impression que ça donne, je trouve, c'est que Nicolas Sarkozy a été incarcéré pour l'exemple. Et ça, c'est pas la justice. La justice, il y a pas d'exemple à donner. La justice, c'est la justice de manière pure à l'état pur. Vous pouvez pas vous dire tiens, je vais essayer d'envoyer des signaux, je vais essayer de le punir plus parce que c'est lui. Ça, normalement, ça ne doit pas du tout entrer en considération. Et je pense que des gens qui détestent Nicolas Sarkozy comme ceux qui l'apprécient se disent ça de la même manière. Je voulais juste rebondir sur ce que disait Eric Revel tout à l'heure quand vous évoquiez Emmanuel Macron qui disait oui, il faudrait réfléchir. Sur l'exécution provisoire. Mais le problème je parle d'Emmanuel Macron, mais Emmanuel Macron, ça fait maintenant 1 an et demi qu'à chaque fois qu'il y a un problème, il dit oui, il va falloir réfléchir. L'Algérie, il faut réfléchir. Oui, effectivement. Pourquoi pas les accords de 68, il faut les revoir. Sur l'immigration, il faudrait peut-être réfléchir. Oui, faire quelque chose, un référendum sur l'immigration. Le problème, c'est que sa réflexion à la fin. Je suis un vieux naïf. Non, pas du tout. Mais il réfléchit. Normalement, on est jeune quand on est naïf. C'est vrai que la situation demande maintenant des actions. Allez, Henri Guénaud, vous voulez réagir sur le fait que chaque justiciable est différent ? Alors d'abord, par définition dans le droit pénal, chaque justiciable est différent de l'autre. On juge un cas d'espèce. Et d'ailleurs, chaque fois qu'on juge quelqu'un, avant de mettre la peine, on se demande quelle est sa situation de famille, son parcours, son avenir, son insertion dans la société, les dangers qu'il peut représenter pour lui-même, ses charges de famille, etc. Donc voilà, aucun justiciable n'est un justiciable comme un autre. Et bien entendu, il faut arrêter de se voiler la face. Un ancien président de la République, c'est pas un justiciable comme un autre, et c'est un justiciable qui appartient à une catégorie quand même très particulière. Voilà, on peut pas écarter ça. Mais il y avait autre chose pour comprendre ce qu'est l'état du droit. Tout ce que vous venez de dire est exact, mais ça ne s'applique pas qu'à Nicolas Sarkozy, l'exemplarité. Ça, c'est ce que font les juges avec tous les élus aujourd'hui, les grands et les petits, et même les tout petits. Voilà. Et donc, je vous donne un exemple pour bien comprendre où on en est dans l'état du droit. C'est les avocats qui ont porté plainte contre le ministre de l'Intérieur pour avoir rendu visite à Nicolas Sarkozy à la prison de la Santé. Ils ont pris comme délit, ils ont visé comme délit comment ça s'appelle la prise illégale d'intérêt. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la prise illégale d'intérêt, elle peut être parfaitement subjective. Voilà. Et donc, l'idée là, la subjectivité, ce qu'ils ont visé, c'est la prise illégale d'intérêt à cause de l'amitié. Mais il y a déjà des jurisprudences. Donc l'amitié, c'est une prise illégale d'intérêt. Non, mais c'est intéressant. C'est la prise l'intérêt. C'est du trafic d'influence aussi. C'est de l'association de malfaiteurs. Et il y a déjà des jugements qui ont concerné un certain nombre d'élus locaux en particulier, qui sont fondés sur l'amitié. Il était l'ami d'eux. Par conséquent, il avait un intérêt A, cet intérêt c'était l'amitié. Mais ce qu'on a fait à Éric Dupond-Moretti, quand il a été traduit devant la Cour de justice, c'était pour une inimitié. Oui, d'accord, mais il était devant la Cour de justice de la République. Ça vous a pas échappé, Henri Guénaud ? Justement. Pas devant la juridiction traditionnelle. Et heureusement pour lui, parce que c'était pour l'histoire du magistrat. Il subissait le même sort que Nicolas Sarkozy. Le fond de cette histoire, c'était une prise illégale d'intérêt pour inimitié. Donc, pourquoi est-ce que Nicolas Sarkozy n'a pas été jugé par la Cour de justice de la République ? Mais c'est une question que j'ai beaucoup posée. Alors, les avocats ont soulevé cette question, ils l'ont soulevée pendant l'instruction, mais la Chambre de l'instruction n'a pas donné. Ils l'ont soulevée au début du procès, et le tribunal a dit on verra à la fin. Et puis à la fin, ils ont dit, ben voilà, en fait, c'était pas le ministre de l'Intérieur là qui agissait, c'était le candidat. Ouais. Donc, mais on aurait pu poser cette question. Alors on peut demander à poser la question à la Cour de cassation. Mais le tribunal est libre de la poser ou de ne pas la poser. Aujourd'hui, il n'existe. Pour ça qu'il faut revoir des choses de façon très approfondie, tranquillement, sans passion excessive. Il n'existe aucune procédure pour obliger un tribunal
a posé la question de la constitutionnalité et donc de sa compétence dans la répartition des pouvoirs. Il n'existe aucune procédure. Et même la QPC ne fonctionne pas dans ce type de conflit, de contentieux, puisque la QPC, elle concerne l'interprétation d'une loi. C'est-à-dire, est-ce que la loi est constitutionnelle? Là, c'était pas la loi qui était en cause, c'était la compétence du tribunal. Et donc, la séparation des pouvoirs n'est pas à sens unique. Vous avez raison. Rien n'est à sens unique. Il ne devrait pas être à sens unique. Personne n'est au-dessus des lois, mais personne n'est en dessous des lois non plus. Voilà, mais non, mais c'est parce que voilà, là, ça veut dire j'empiète pas. Le judiciaire n'empiète pas sur l'exécutif n'empiète pas sur le judiciaire, et aussi le judiciaire n'empiète pas sur le législatif. Merci Henri Guénaud, voilà. Merci Jean-Sébastien Ferjou, Eric Revel, Rachel Kahn, Louis de Ragnel. Dans un instant, c'est Pierre de Villeneuve qui va évidemment être avec vous pour Europe 1 Soir, et Christine Kelly pour Face à l'info. Bonne soirée à vous sur nos deux antennes. À demain.